Bonjour, je me présente, Adrien Bréfort, DevOps chez Morea. Je suis accompagné de Julien Bourdin, directeur technique chez WizEvent. Et nous allons partager avec vous un retour d'expérience sur la migration de WizEvent sur AWS. Donc, je vais commencer par présenter Claranet et Morea. Donc, il s'agit d'un groupe européen présent dans 6 pays, avec plus de 1000 collaborateurs, 850 ingénieurs, 5500 clients et un chiffre d'affaires de plus de 228 millions d'euros. Nous avons une activité d'hébergement en on-premise, mais nous avons aussi des activités de cloud privé, public et hybride. Donc, plus particulièrement sur la partie cloud public, nous avons au niveau européen plus de 100 clients sur AWS, plus de 100 collaborateurs qui travaillent sur AWS et nous faisons partie des plus gros partenaires au niveau européen. Je vais maintenant laisser Julien présenter WizEvent. Voilà, donc WizEvent, avec la slide qui va bien. Donc c'est une start-up, ou plutôt c'était une start-up, on a bien grandi depuis. Donc on fait du B2B. On vend aux gens qui organisent des événements, toutes sortes d'événements, le service de billetterie. Le service de billetterie, c'est quoi? C'est vendre en ligne des billets, c'est vendre sur place des billets, et c'est contrôler à l'entrée de l'événement que les gens ont bien des billets valides. Donc c'est principalement ça notre activité, et beaucoup de services autour, mais on est centré là-dessus. Donc on se différencie de concurrents par le fait que c'est au libre service. Vous voulez organiser un événement de très petite échelle gratuit, vous utilisez WizEvent, je ne vous connais pas, mais votre plateforme est pour vous. Allez-y, utilisez-la. Vous avez des événements payants, mais simples, c'est pareil. Vous utilisez la plateforme, on prend une commission, et ça se fait simplement. Et vous êtes un gros événement, vous êtes les Eurocaines de Belfort, vous êtes les Vieilles Charrues, on bosse avec eux aussi. On a une activité connexe qui est le paiement sans contact sur les festivals, qui complète la billetterie. Et donc, on est de plus en plus grand. Et là, en ce moment, jusqu'à la fin de l'été, on est très très occupé par tous les festivals de France. Et ce qui fait la particularité de WizEvent, et qui explique pourquoi, au départ, on est allé vers Amazon, c'est que l'activité varie très fort. Certains jours, vous vendez très peu de billets parce que personne n'a rien à vendre. Puis, un soir, l'organisateur annonce « Ce soir, je mets en vente 5000 billets ». Et il envoie ça à une base de 80 000 personnes. Et à 20 h, l'activité elle est multipliée par 10 ou 15. Et des fois, ça a fait chauffer des serveurs chez Typhon, qui était notre ancien hébergeur, qui est aussi Claranet, et qui a continué le service avec AWS. Et donc, on va vous raconter comment on est arrivé à la nouvelle plateforme. Donc, au début du projet, la première étape était de définir l'architecture cible de la plateforme. Donc, avec plusieurs contraintes. Donc, une première contrainte, la très haute disponibilité, donc tout l'intérêt d'aller sur AWS, parce qu'à tout moment de la journée, on veut pouvoir vendre des billets. Une seconde contrainte que Julien a déjà abordée, qui est la possibilité de répondre à de forts pics de charge, qu'ils soient prévus ou pas prévus. On peut avoir un client qui a prévu de vendre des billets longtemps à l'avance, ou alors une vente un petit peu impromptue. Généralement, le client a prévu à l'avance, mais il nous prévient 3 minutes avant. Ou 3 minutes après en disant « C'est pas de chance, vos serveurs ils sont lents ce soir. C'est là que je fais ma vente. Vous ne pouvez pas faire quelque chose ?» Donc, et en plus de ça, donc, en répondant à ces exigences, disposer d'une plateforme plus évolutive. Par exemple, pouvoir se dire, je veux rajouter un élément d'infrastructure, je peux le faire rapidement, ça ne va pas prendre une semaine de provisionner des serveurs physiques, de trouver de la place sur des hyperviseurs, enfin voilà, tout ce qu'on retrouve dans des opérations conventionnelles. Et finalement, avoir la capacité de s'interfacer avec un nombre croissant de services sur AWS. Parce que clairement,
sur ce projet, on a discuté assez souvent ensemble des opportunités à terme, une fois la migration effectuée, de pouvoir se connecter à de plus en plus de services offerts par AWS qui bougent tout le temps. Donc, une fois cette cible définie, on s'est basé dessus pour concevoir l'architecture. Donc, une architecture qui utilise les blocs les plus importants d'AWS, c'est-à-dire notamment S3, EC2 et évidemment l'autoscaling. Parce que c'était tout l'intérêt de pouvoir répondre à la charge. Donc on a une architecture simplifiée pour l'occasion, mais relativement peu complexe, qui utilise Route 53 pour le DNS, qui utilise des ELB pour répartir le trafic, avec du CloudFront et du S3 pour les statiques, ou enfin les statiques des sites dynamiques ou des sites statiques en standalone. Deux groupes d'autoscaling, un pour la partie web et un pour la partie API. Et puis derrière ça, en back-end, un cluster Elasticache Memcache pour lequel on a utilisé le module Memcache fourni par AWS qui permet de faire du sharding et un RDS MariaDB pour avoir de l'autre disponibilité sur la base de données. Mais aujourd'hui, ce dont on souhaite vous parler, c'est pas nécessairement de l'architecture technique en elle-même, mais plus de la manière dont on a travaillé pour déployer cette architecture et pour s'assurer qu'on puisse l'emmener jusqu'en production le plus simplement possible. Donc la migration à proprement parler. Donc ça se fait. Donc, avant de pouvoir migrer, il faut disposer d'une infrastructure sur AWS. Si on veut le faire bien, si on veut être DevOps, il faut que l'infrastructure soit décrite en tant que code. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie gérer toute son infrastructure sur Git, stocker dans un repo Git toute son infrastructure. Donc c'est bien, mais il faut disposer d'outils qui puissent utiliser des infrastructures décrites dans un format textuel et lisible par les humains. En l'occurrence, nous avons utilisé Terraform de HashiCorp. Donc Terraform est un outil qui permet de décrire des infrastructures dans un format textuel, dans un langage spécifique, et de déployer ces infrastructures sur AWS en faisant des appels d'API AWS. Donc évidemment, élément incontournable, l'API AWS. Donc tout l'intérêt de définir son infrastructure sous forme de code, c'est de disposer d'une infrastructure complètement reproductible. Donc évidemment, on a commencé, comme c'est le cas pour de nombreux projets, par mettre en place une plateforme de pré-production. Mais une fois la plateforme de pré-production validée et mise en place, la mise en place de la plateforme de production a été quasi instantanée. En 15 minutes, on avait une plateforme de production après des jours hommes et des jours hommes de travail sur la plateforme de pré-production. Autre gros intérêt de l'utilisation du versionning, c'est la maîtrise des évolutions et des changements sur la plateforme. Que ce soit en build ou en run, on peut suivre toutes les modifications qui sont effectuées sur la plateforme et, si les gens travaillent bien, avoir des commentaires et avoir un suivi de pourquoi telle chose a été faite, pourquoi on a fait ça, pourquoi on est revenu en arrière. Ça m'a permis de mon côté aussi d'avoir un cycle d'intégration beaucoup plus rapide, parce que malgré le fait qu'il y ait un investissement au début, il faut apprendre un nouveau langage, il faut mettre en place des dépôts, il faut automatiser des choses, et souvent l'automatisation la première fois est plus longue. Ça permet ensuite, quand on fait une modification qui touche à toute l'infrastructure de manière transverse, de l'appliquer beaucoup plus rapidement. On peut, par exemple, si on a 15 fois la même ressource, plutôt que de passer 15 fois sur la même ressource, on va juste modifier une variable et appliquer ce changement à toute la plateforme. Autre gros intérêt, et là c'est surtout une fois qu'on est en pré-production, pouvoir tester des choses, enfin qu'on est en production, pouvoir tester des choses sur une plateforme de pré-production et être certain
que ce qui va être appliqué comme changement sur la plateforme de production est ce qu'on a fait en pré-production. Donc là, c'est exactement comme un processus de développement habituel. On teste d'abord sur une branche de pré-production. Une fois que tout va bien, on le merge en production et on est sûr de ce qu'on a mergé. Donc une fois que ça c'est fait, qu'on a une plateforme qui fonctionne, donc là c'est plus de mon côté que ça s'évalue au départ, on va pouvoir se pencher sur la migration de la configuration. Donc la configuration, dans le sens configuration système, configuration middleware. Donc on a une plateforme existante, et le but c'est de porter cette configuration sur AWS en s'assurant qu'elle soit là aussi la plus reproductible possible. Donc dans notre cas, toujours en utilisant Git à la base, nous utilisons SaltStack, qui permet de gérer des configurations au niveau système. Donc pour ceux qui ne connaissent pas SaltStack, c'est un programme Python un peu à cheval entre Ansible et Puppet, par exemple, qui permet de gérer des configurations système. Et dans notre cas, qui permet de générer des AMI Debian pour la plateforme. Donc la démarche adoptée est la création d'AMI spécialisés pour la plateforme, pour les différents rôles de la plateforme. Donc on va avoir des instances web, on va avoir des instances API. Donc on va pré-générer des AMI qu'on utilisera ensuite dans nos groupes d'autoscaling. L'intérêt de ça, c'est de garder dans l'AMI toutes les tâches longues et rébarbatives, comme l'installation de paquets, comme éventuellement une compilation de logiciels, pour s'assurer que les déploiements soient les plus rapides possibles par la suite. Un autre intérêt de générer des AMI avec SaltStack et de les déployer ensuite, c'est la simplification des mises à jour. On maîtrise complètement un master pour chaque application. On peut très bien tester son déploiement et si tout va bien, on fait une bascule sur tout l'autoscaling et on a mis à jour la plateforme. On n'a pas à se poser la question de est-ce que j'ai pas laissé une configuration sur une instance, est-ce qu'il va falloir que j'aille dessus, que je retravaille sur mon instance, que je fasse une mise à jour des paquets du système et peut-être que tout va se casser en production. Là, on déploie juste une nouvelle instance. Si elle marche, tant mieux, on bascule. Si elle ne marche pas, tant pis, on fait un rollback, on remet un ancien type d'instance. Ça permet aussi de mieux maîtriser l'obsolescence de la plateforme parce qu'on a juste à regarder l'identifiant de l'AMI d'une instance pour savoir que, a priori, c'est une vieille AMI. On n'est pas censé avoir deux instances qui utilisent les mêmes AMI qui soient différentes. Un autre point vraiment intéressant avec ça, c'est que ça nous a permis aussi, le fait d'automatiser cette configuration qui avant ne l'était pas complètement, de se reposer les bonnes questions. Est-ce qu'on a besoin de toutes ces dépendances? Est-ce qu'on a besoin de configurations complexes? Est-ce qu'il ne faut pas simplifier les configurations? Parce que pour être sûr que tout fonctionne bien quand c'est automatisé, l'idée c'est pas qu'on revienne derrière pour faire un hotfix en production parce que la conf est trop complexe. Donc ça nous a permis de pas mal échanger là-dessus. Et surtout, une fois qu'on a eu notre master qui fonctionne, ça m'a permis de communiquer aux équipes de Julien les dépendances installées parce qu'on avait justement ce référentiel unique et ça permet en développement d'avoir des plateformes plus proches de celles qu'on a en production. Donc, une fois qu'on a nos AMI qui sont créés et qu'on a des instances qui sont prêtes à recevoir l'applicatif, il faut automatiser le déploiement de cet applicatif. Donc en l'occurrence, ça commence toujours par Git. Donc là, sous la forme d'un dépôt sur lequel nous travaillons de manière collaborative, donc celui du code applicatif, qui existait déjà avant, mais auquel nous avons eu accès côté Morea, sur lequel nous venons accéder avec un outil d'automatisation des déploiements Morea, qui nous permet d'automatiser, oui, un outil d'automatisation des déploiements qui nous permet d'automatiser évidemment, et de faire des appels d'API sur AWS pour orchestrer
toutes les actions périphériques, comme par exemple le dépôt des livrables sur S3 ou la mise à jour des autoscaling, par exemple. Donc cette automatisation nous a apporté beaucoup de choses. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'a tourné une grande partie de notre travail. C'est déjà un accès commun au déploiement. C'est-à-dire que l'automatisation et le déploiement peut être orchestré de notre côté, du côté de Morea, ou du côté de WithEvent. Nous avons accès au même outil, donc soit sous la forme d'interface web ou d'API, il y a plusieurs interfaces. Et ça nous permet, moi ça m'a permis pendant toute l'intégration, d'effectuer des déploiements, et c'est exactement le même outil qui permet aujourd'hui à WithEvent d'effectuer ces déploiements. En cas d'incident, on peut travailler ensemble dessus. Ah. Donc cette automatisation de déploiement nous a permis de rationaliser le processus de déploiement. Il y avait déjà une automatisation des déploiements sur l'ancienne plateforme, mais là on ne peut vraiment rien laisser au hasard, on ne peut vraiment laisser aucune étape manuelle. Donc ça nous a permis aussi de retravailler ensemble, de refaire une passe, de rediscuter de pourquoi telle chose était faite de telle manière, et de se rendre compte que peut-être avant on faisait des choses en trop ou qu'il manquait des choses. Et surtout, voilà, c'est ce que j'ai évoqué plus tôt, ça nous a permis d'avoir une collaboration vraiment étroite sur les déploiements, sur l'intégration et sur les incidents. Notamment, j'ai eu la chance d'avoir un accès en écriture au dépôt, de pouvoir effectuer des commits sur le dépôt WithEvent. Et ça, sur de l'infogérance, on va dire, plus conventionnelle, ça arrive beaucoup moins souvent. Là, quand j'avais besoin de modifier une configuration pour que la pré-prod fonctionne, je modifiais directement sur le repo la configuration de la pré-prod. Julien pouvait le voir, on travaillait ensemble de cette manière-là. Et de la même manière, lors d'un incident, il est beaucoup plus facile pour moi d'aller consulter le code, ou pour Julien de me donner une information et que je puisse aller le voir dans le code et voir ce qui a été changé pour qu'on résolve le problème, que si j'avais juste un livrable statique sur lequel j'ai aucune information d'historisation. Oui. Oui, juste un petit point à souligner, c'est aussi automatiser le déploiement complètement. C'est une très bonne pratique pour nous, équipe de développement, parce que ça a été réalisé à quel point tout ce qui n'est pas dans l'automatisation n'existe pas sur la plateforme. C'est changer une pratique qui était le serveur est en ligne, on modifie, s'il y a des choses à ponctuellement corriger, on peut le faire. Ça a été un changement de philosophie. Maintenant, tout ce qui n'est pas dans l'automatisation, tout ce qui n'est pas dans cette stack décrite, n'existe pas. Et c'est pour moi une fiabilité complètement transformée. Merci. Et évidemment, une fois qu'on a automatisé les déploiements, on souhaite automatiser les rollbacks. Et vu la manière dont on a travaillé, les rollbacks sont des déploiements. Donc on peut là aussi effectuer des rollbacks extrêmement rapidement. Et c'est toujours agréable une fois que l'application est en production. Donc voilà, j'ai parlé de tout automatiser, mais au final, vous vous rendrez compte que j'ai pas vraiment parlé de la migration en elle-même. Qu'est-ce qu'on a fait le soir de la migration? C'est parce qu'en fait, le soir de la migration, il ne s'est pas passé grand-chose. On a juste vérifié que la réplication MySQL vers MariaDB fonctionnait correctement et que les DNS avaient bien basculé. Parce qu'en fait, la migration était juste un déploiement comme tous ceux qu'on avait déjà fait des centaines de fois pendant l'intégration. Tout était déjà fait, tout fonctionnait déjà, on avait utilisé tous les outils, déjà des dizaines et des dizaines de fois. Et au final, on n'a pas ressenti de stress particulier. Si bien que juste après le déploiement, juste après la bascule, juste après avoir pu constater que tout se passait bien, je me suis rendu compte que j'avais quelque chose à optimiser sur l'ensemble des instances de la plateforme. J'ai fait mon automatisation, enfin j'ai fait mon changement de configuration, j'ai régénéré mes AMI et j'ai pu redéployer toutes les instances de la plateforme à chaud, sans coupure de service, juste après avoir fait la bascule. Et au final, j'ai pas ressenti plus de stress que ça. Donc c'est plus que la migration en elle-même, c'est tout ce travail en amont qu'on fait ensemble. Et je pense vraiment sur un vrai mode DevOps parce que on est capable chacun de comprendre la spécialité de l'autre et de travailler ensemble sur des outils de développeurs. C'est ce qui nous a permis d'avoir confiance en la plateforme
et de continuer à avoir confiance dans la plateforme et de savoir qu'on va pouvoir continuer à construire ensemble dessus en utilisant de plus en plus de services AWS, le cas échéant. Donc je vais laisser la parole à Julien pour qu'il puisse vous faire un retour sur la manière dont il a vécu cette migration. Merci Adrien. Alors, ce qui est important de dire, c'est, contrairement à ce que dit Adrien, il ne s'est pas rien passé le soir de la bascule. On a fait des tas de choses. Mais en fait, a posteriori, on a l'impression d'avoir rien fait parce qu'il n'y a rien eu de risqué. On n'a fait que corriger ce qu'on a constaté lors de cette finalisation. Ce qui est important, c'est qu'on est, tout au long de ce processus, on a parlé d'automatisation, de quelque chose de rigoureux, de quelque chose de cadré. Et la réalité, c'est qu'on est resté très agile tout le temps. L'automatisation faite au début du projet a rendu agile le reste des opérations pour la migration et maintenant pour l'exploitation de la plateforme. Avoir une configuration dont on peut changer 3 valeurs, cliquer sur un bouton et déployer, c'est maintenant facteur d'agilité et de fiabilité. J'ai complètement confiance dans ma plateforme, j'ai complètement confiance dans le fait de pouvoir changer quelque chose à tout moment. Et la réalité, c'est qu'entre le début de la bascule à 3 h du matin et la mise en ligne effective à 5 h du matin, on a changé, en gros on a cassé, jeté et reconstruit 2-3 fois la plateforme. Pas en entier, par morceaux. Mais au final, jamais on s'est stressé à cause de ça. Ça s'est vraiment passé le mieux du monde. C'est la plus belle de mes migrations parce que j'en ai fait quelques-unes dans ma carrière. J'en ai eu des beaucoup plus compliquées. J'en ai eu une où le serveur était sur un tabouret parce qu'on déménageait d'une salle serveur à l'autre et qu'il fallait débrancher le serveur le plus tard possible. Ça change l'ambiance. Là, on était serein. Donc pour moi, c'est 2 mots qui résument cette collaboration au niveau interaction, c'est l'agilité et la fiabilité. Une fois que j'ai ça, finalement, je suis, moi, un développeur heureux, un directeur technique heureux. Et l'autre point qui a été très bien, c'est qu'on a chevauché nos compétences avec Adrien, c'est-à-dire qu'on était au téléphone ensemble. Je pense que j'ai amené des problématiques et des réponses concernant son domaine, il en a amené concernant mon domaine. Et c'est beaucoup mieux que dans d'autres expériences d'hébergement aussi, où l'hébergeur, il me dit, vous avez le FTP, vous livrez, terminé. Et où, quand ça marche pas, on sait que ça vient de chez lui, lui il nous dit ça vient de chez nous, et on se renvoie la balle. Là, à l'inverse, on a un problème et on cherche ensemble. Et des fois, on trouve des choses que je pense personne ne trouve autrement. Voilà. Au plaisir et merci à vous. Merci.